Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je pense que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait un discours à Kolwezi, la capitale mondiale du cobalt. Il avait parlé de la révisitation des contrats miniers. Ces contrats signés pendant plusieurs années ne profitent pas au peuple congolais et au peuple du Katanga. Pour qu'on comprenne les véritables enjeux, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau les professeurs Mbanza Malale, professeurs des universités. Le prof Mbanza Malale a présenté sa thèse sous la direction de professeur Célestin Gouyan Ndila. On le connaît très bien dans les milieux des relations internationales. C'est sur le test porté sur les aspects juridiques dans les enjeux des crises congolaises des origines à nos jours, 1860-2006. Donc, avec le prof Mbanza Malale, on va entrer en profondeur. On verra les dimensions historiques, les dimensions juridiques pour comprendre les crises actuelles. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Prof, notre peuple doit être éclairé pour savoir pourquoi aujourd'hui nous sommes en difficulté, pourquoi aujourd'hui nous sommes en guerre perpétuelle et des guerres qui ont fait beaucoup de morts, plus de 10 millions de morts, un génocide oublié, et la soi-disant communauté internationale n'en parle même pas. Professeur, on commence par la première partie de notre entretien pour que vous expliquiez les conséquences des actes de Berlin. Donc, acte de Berlin, ça signifie ce qui a été de 1885, donc de 1884 à 1885. Et ces actes ont donné quelles conséquences sur les crises actuelles? Professeur, c'est ça la première question que je vous pose. Merci beaucoup, Freddy, d'abord pour l'opportunité que vous m'avez apportée, celle de m'inviter sur ce plateau à l'effet d'expliquer les choses que d'aucuns ignorent. Et je voudrais parler de l'acte, je voudrais répondre à votre question tout en stigmatisant que l'acte général de Berlin est signé le 26 février 1885. Pour bien l'appréhender, il faut l'intégrer dans son empire. Et son empire commence à la lumière de mes études de 1860 à 1960. L'acte général de Berlin, quand on le signe, on voit deux grandes composantes. D'aucuns disent que l'acte général de Berlin était pour se repartir l'Afrique en des morceaux par les puissances. Mais quand vous lisez concrètement, en juriste averti, l'acte comprend 38 articles. Parmi les 38, 32 concernent exclusivement le Congo. Et le Congo que l'on crée comme un État destiné à devenir sur la terre des hommes la grande puissance géostratégique et géopolitique du monde. Et ce, après 2 fois 99 ans amphithéotiques. Et l'expiration, la dernière expiration, intervenait le 31 décembre 2098. On n'y est pas encore. D'où ceux qui ont créé le Congo, ce sont des savants, ce sont des scientifiques, des génies d'Europe, et non les États qui créent un État dans un labo comme on irait à la Polytechnique si on veut créer un produit pharmaceutique. Il y a des composantes. Et par rapport au Congo, il y a 2 grandes composantes. La première composante, c'est celle de l'entreprise internationale du Congo. On l'appelait en son temps
Association internationale africaine. Elle est créée lors de la conférence, comprenez bien, des géographes réunis à Bruxelles du 12 au 14 septembre 1876. À côté de cette structure, il y avait un comité de gestion appelé le comité d'études du Haut-Congo. Ça ne va faire que 3 ans, ça a été liquidé. À sa liquidation, le 17 novembre 1879, on signe une procuration absolue parce que Léopold II dit à ses partenaires que le Congo est tombé en faillite. Comme c'était des savants, des intellectuels, des savants, des scientifiques, ils disent la faillite elle est normale, mais nous signons quand même une procuration absolue. Dès lors que l'on parlera du Congo, après cette liquidation, nous aurons notre part sur laquelle nous allons exercer le droit de suite dans ce Congo-là. Donc il y a une procuration absolue qui continue à produire des effets juridiques jusqu'aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre 2011 et 2098, si nous sommes très rigoureux. Mais maintenant, nous avons le malheur. Donc vous avez 1998 ou bien 2000 le 31 décembre. Oui, 1990. 2098. C'est pourquoi je prononce comme ça. 9-8. Okay. On n'y est pas encore. Vous vous souvenez, avec le professeur Bioya, vous avez soulevé une question qui m'a poussé encore à approfondir les études ou les recherches. Vous avez parlé de la mutation. Cette mutation, si ce n'était pas venu de vous, la problématique, vous avez été inspiré par Dieu. Effectivement, du 12 mars 1990 au 31 décembre 2011, c'est une période de mutation. Quand vous lisez tous les engagements internationaux pris sur le Congo, sous l'empire de l'acte général de Berlin, notamment dans le Katanga, dans les Kivu et les Grands Lacs, il y a des dispositions qui prévoyaient déjà la possibilité de liquider le Congo. C'est le concept d'autrefois. Et vous parlez très souvent de la balkanisation. Ça signifie la même chose. Donc ce n'est pas un rêve que de parler de la balkanisation. Le droit international de l'époque en prévoyait déjà entre les deux périodes que je vais, enfin les deux dates que je cite, du 31 décembre, du 12 mars 1990 au 31 décembre. Une période très agitée. Pourquoi? Parce que les multinationales qui avaient conclu de partenariats avec le Congo, 1 dans le Katanga, 2 dans les Grands Lacs et 3 dans le Kivu. Ok, prof, pour être un peu précis, oui. Dans les Katanga, il y avait le comité du Katanga. Il y avait d'abord la compagnie du Katanga, qui est créée le 12 mars pour une période de 99 ans. Ça devait terminer quand? Ça devait se terminer le 12 mars 1990. Et c'est pourquoi ça coïncide avec le discours du maréchal le 24 avril 1990. Et le comité national... Le comité national du Kivu, le comité spécial du Katanga, il va être créé le 19 juin 1990. Pourquoi? Parce que Léopold II, qui était un individu, prend la décision, après que la compagnie du Katanga et la fédération, la concession, la zone du Katanga, et Léopold II se rend compte qu'il a perdu le rêve de sa vie. C'est lui d'attacher la Belgique à une grande zone minière. Et alors, en 1892, il va unilatéralement liquider la concession de la compagnie du Katanga. Les investisseurs, les puissances qui avaient apporté leurs capitaux dans le Katanga, lui font voir, messieurs, cette concession, elle est indépendante de ton pouvoir politique colonial. Comme ça, nous arrêtons toutes nos activités. La crise aura duré 8 ans. C'est alors qu'au 19 juin 1900, les deux parties vont s'entendre. Pas Léopold II, mais la compagnie du Katanga et l'État indépendant du Congo.
pour cette fois-là créer un comité de gestion destiné à gérer les droits sur le Katanga, les droits en rapport avec le citoyen congolais, les droits en faveur, le droit par rapport à la nation congolaise et les droits en faveur des puissances qui viennent intervenir. J'ai entendu le président de la République parler du gagnant-gagnant. Il faut en déterminer la parité. Ok, on va arriver, prof. Donc vous avez parlé du comité spécial du Katanga. Oui. Mais ça c'est au Katanga. Oui. Au nord du Katanga, il y avait CEFEL. Non, au nord du Katanga, c'était CEFEL, c'est-à-dire la compagnie des chemins de fer supérieurs des Grands Lacs africains. Oui. Et c'est ce que l'on a appelé cette compagnie, c'est une concession à part. Mais qui était en contact, donc il y avait les Belges barons Ampin qui avaient des intérêts dedans. Non, ce qui est vrai, cette concession, quand elle va être créée, les partenaires importants sont les Britanniques. C'est pourquoi, plus tard, sous Mobutu, les Britanniques vont même envoyer dans le Katanga, du côté de Tanganyika, un train que l'on appelle Autorail. Quand vous arrivez à Londres, vous trouvez les origines de ce train-là. Donc c'est une concession britannique. Mais maintenant, cette concession britannique avait des problèmes très sérieux. Elle est créée le 2 avril 1902. Toujours avant la colonisation. Elle devait aussi avoir un temps de 99 ans et vous allez vous rendre compte que ça coïncidera avec l'entrée enfin avec le combat de RCD. Oui. Donc, ah non, oui, pour vous dire qu'il y avait toujours une tendance de réfléchir sur la question. Oui. Et alors, cette compagnie a la nature complexe d'intégrer les droits. En son temps, au moment où on la crée, il y a le droit de souveraineté britannique, c'est l'actuelle Tanzanie, de souveraineté allemande, c'est l'actuel Burundi, Rwanda et Ouganda. Et alors, la souveraineté du Congo. Comment gérer les droits des uns et des autres? Cette question est restée sans solution. C'est alors qu'au 13 janvier 1928, on va créer le comité analogue à celui du Katanga, le comité national du Kivu. Mais composé de qui? C'est composé du gouvernement belge représentant la nation congolaise et des puissances, comme on le dit, des puissances financières et industrielles du monde. Et quand on signe à cette occasion-là, il y a 136 sociétés multinationales qui sont associées. Ils ont la garantie, du fait de cet acte-là, d'exercer leurs droits dans toute la partie de l'Est. Mais ça, c'est la garantie, parce qu'il faut rappeler, c'est les droits écrits par eux, pas par nous, pas par les Africains. Non, j'ai dit ceci, c'est ça la difficulté peut-être que l'on a eue, celle de pouvoir nous retrouver en conflit de droit. Le droit, quand il existe, il faut l'interpréter par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Mais jusqu'en 60, le Congolais n'a pas été associé ni à l'organisation ni au fonctionnement des institutions du Congo. Pour la simple raison que nous n'étions pas intellectuels. Et la Belgique, à qui on avait donné la charge pour supplanter à Léopold II, en vertu de l'article 6, pour nous instruire. La mission de la Belgique n'était que celle de nous instruire, dans le sens de comprendre la nature exacte du Congo, la nature juridique du Congo. Mais la Belgique se rend compte, dans la communauté des puissances, les 14 qui avaient signé l'acte général de Berlin, elle était une puissance sans importance si elle ne se fait pas accompagner du Congo. D'où la Belgique refuse de nous instruire. Parce qu'en nous instruisant, nous allons la faire partir de la communauté des puissances et nous sommes plus pondérés. C'est même la raison, une minute, parce que la question elle est importante, du combat de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, en ce moment-là, né en 1887, n'a jamais vécu la colonisation. En 1921, l'esprit lui vient pour dire non, comment est-ce que nous allons accepter la colonisation aujourd'hui? C'est alors qu'il se met en guerre contre cette démarche-là et ça lui aura valu
tout ce qu'il a vécu comme supplice. Oui, prof, parce que si nous faisons cet entretien, c'est pour que notre peuple et les hommes politiques comprennent cette guerre permanente qui est dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, on peut dire que ceux qui ont signé des accords à Berlin, tous ces capitalistes qui ont signé ces accords, pour la plupart anglo-saxons, n'acceptent pas que le Congo, ou bien les dirigeants congolais, remettent en cause les droits internationaux sur le Congo, qu'ils avaient élaboré en 1885. Donc, ce qu'ils ont fait en 1885, c'est encore valable jusqu'à aujourd'hui. Exactement, pas qu'ils refusent. Quand vous lisez l'article 36 de cet acte-là, cet article prévoit... L'acte de Berlin, quoi. Oui, de Berlin. Prévoit la possibilité de modifier, d'améliorer l'acte général de Berlin en l'adaptant aux conditions de circonstances de temps et de lieux du moment. Et ce, si c'est justifié par l'expérience. En ce moment-là, le Congolais n'avait jamais été représenté par un seul Congolais. Donc notre écrit à nous était déjà attendu et prévu comme devant être pris en compte. C'est pourquoi, après la mutation entre 1990 et 2011, 20 ans pratiquement, on devait revoir l'acte général de Berlin. On peut dire que pendant cette période... De la transition que nous avons appelée. Donc, ça coïncidait avec l'arrivée à la fin d'un partenariat. De concession, quoi. On avait concédé aux gens. Oui, pour préparer un nouveau partenariat. Donc, il fallait faire des guerres pour pousser les Congolais à accepter un nouveau partenariat? Non, non, ce n'est pas... Il fallait... Moi, je ne suis pas avocat de l'Occident. J'interprète objectivement les actes que j'ai dû lire. Et ici, entre les deux temps, il était prévu une condition. Si le Congolais arrivait à montrer la maturité de gérer le Congo comme on le crée sur la terre des hommes, comme un paradis, comme on le crée sur la terre des hommes, comme la grande puissance, enfin comme un État destiné à devenir grande puissance géostratégique et géopolitique du monde, après 198 ans, en ce moment-là, le Congo pouvait évoluer dans sa configuration géographique que nous avons acquise en 1960. Si on trouve que le Congolais ne comprend rien de cette nécessité de faire de son État une grande puissance géostratégique et géopolitique du monde, alors en ce moment-là, on sera obligé de liquider le Congo. Et pour le liquider, 2 tiers restent pour la nation congolaise, et je considère beaucoup plus la partie centrale du Congo. Je pars du noyau de Kasaï, avec les périphéries des 2 Kasaï, avec toutes ces périphéries, ça pourrait faire le Congo réduit à sa dimension de 2 tiers. Et les 1 tiers de ce territoire, c'est-à-dire les périphéries de l'actuelle République démocratique du Congo, pouvaient être repartis à nos voisins. C'est la raison d'être de la prédation que cultive le Rwanda. Parce que le Rwanda est en bonne position territoriale par rapport à ses accointances avec le Congo, de récupérer les terres visibles, tandis que la Tanzanie n'a pas de chance parce qu'entre la Tanzanie et le Congo, il y a le lac Tanganyika. Tandis que le Burundi a aussi une grande partie entre le Congo et le Burundi, il y a une grande partie sur le lac Tanganyika. Donc on peut dire... l'Ouganda, et plutôt l'Ouganda a aussi des accointances avec le Congo, mais divisé par le lac Édouard. Donc le lac Kivu aussi, ce qui ferait qu'il n'y a que le Rwanda qui a la bonne possibilité de faire le combat pour récupérer une grande partie. Non, le Rwanda c'est un petit pays, mais derrière les Rwandais, ce sont les multinationales. Oui, je dis ceci. Oui. Quand vous considérez le Congo comme une entreprise internationale, considérez dans cela la participation des puissances. Parce que le Congo n'a pas été créé par les Congolais. Le Congo n'a pas été créé au Congo.
Le Congo n'a pas été créé en Afrique, ça a été créé à Berlin. Par qui? Par ces Blancs-là. Et ils connaissent ce qu'ils ont fait de la chose. Ils se sont rendus compte, en créant une entreprise purement, une entreprise internationale à caractère humanitaire, à caractère scientifique, à caractère social, et rassurez-vous, on aura des problèmes évidents parce que la gestion des États obéit quand même à certains principes que le monde accepte. Il faut aussi créer une nation. C'est en quoi le concept des nations a sa valeur ici chez nous. Ok, une question, professeur. On fait quoi? Parce que maintenant, tous ces gens qui sont à Berlin pensent que les richesses du Congo leur appartiennent. Qu'est-ce que le peuple congolais peut faire pour arriver à avoir le contrôle de ces richesses et éviter qu'il y ait des guerres? Oui, je ne pense pas. Moi, j'ai tenu beaucoup de conférences, au total 14 au Japon. J'en ai tenu 2 à Séoul, j'en ai tenu à Hong Kong, j'en ai tenu à Londres, à Chatham House, 2 conférences, à Wilton Park, 4 conférences. Finalement, j'ai fini par comprendre que nous formulons beaucoup de jérémiades qui se définissent en termes de fausses accusations. Ces gens-là savent qu'ils ne seront jamais congolais. Ils le savent. Ils savent qu'ils ne récupéreront jamais ce qui se trouve au Congo sans passer par les Congolais. Mais ils nous poussent plutôt à ce que l'on comprenne le Congo c'est quoi et quelle est sa vocation. De manière que l'on se mette en partenariat avec eux pour que désormais il y ait un partenariat nouveau. Malheureusement, les Congolais eux-mêmes sont beaucoup plus divisés, une seconde, oui. Ils sont beaucoup divisés pour des raisons politiques autour des choses inutiles. Nous devons nous mettre ensemble. C'est l'esprit même de la Constitution. Quand vous lisez l'actuelle Constitution, oui. Vous lisez son préambule. Quand il parle de construire un état de droit, ça va plus loin par rapport à tout ce qu'on donne à ce concept. Quand on parle de construire une puissance politique nationale, c'est l'intégration de tous les tribus, je voulais dire, de toutes les ethnies qui sont des ethnies étant en une seule nation, de telle sorte que les partenaires qui vont venir chez nous, ils viennent autour d'un discours qui nous mette ensemble. Est-ce que les Congolais comprennent? Non, je suppose que moi j'ai compris il y a longtemps, et je suppose que ceux qui ne comprennent pas sont tout simplement dans le monde de l'ignorance. Non, pour ne pas dire, est-ce que notre classe politique comprend ces enjeux? Notre classe politique est innocente. C'est pourquoi mon souci, c'est de demander aux autorités de l'État d'exiger de la Belgique la présentation de tous les documents qui sont inhérents à la conception et à la constitution de l'État du Congo par l'acte général de Berlin. Si vous lisez aujourd'hui, vous qui nagez à l'Internet, tous les documents qui concernent le Congo sont placés, sont verrouillés. Personne ne peut y accéder. Mais comment est-ce que le Congolais peut prétendre connaître ce qui est caché par la Belgique? Encore plus, en date du 7 août 1901, il va être créé à la demande des parlementaires belges une commission que l'on va appeler section centrale, d'éclairer un peu la lanterne de la nation belge sur la situation juridique exacte du Congo. Parce que des ministres comme Davignon expliquaient clairement que non, écoutez, ne prétendez pas coloniser le Congo, parce que le Congo a signé des documents, comme toutes les autres puissances, autant que la Belgique, à moins que vous puissiez nous rassurer que tous les documents signés, certes, par les Belges au nom du Congo, on retire la signature par la Belgique. Or, on a fait des recherches pendant 5 ans. Rien n'a été trouvé et le rapport parlementaire s'est limité à démontrer qu'on n'a rien eu. Et le roi s'est frotté les mains pour dire qu'il a réussi son coup de cacher la vérité sur le Congo. Cela va plus. Même en le 14 avril 1954, il va être présenté une thèse par le professeur Van
Langenove aux Nations Unies pour démontrer que ces Congolais-là, il ne faut pas leur donner l'indépendance parce qu'ils n'ont pas la capacité de maîtriser la nature juridique du Congo. Ce que Mobutu disait, le Congo est un État cérébral, effectivement. Jusqu'aujourd'hui, ni en Belgique, ni au Congo, ni dans le monde, la Belgique n'a pas encore présenté la situation exacte du Congo. Mais, professeur, que vaut encore l'acte de Berlin? Parce que l'Occident n'est plus le seul à avoir le monopole de la violence. Aujourd'hui, il y a des pays qui émergent. Vous avez la Chine, vous avez l'Inde, l'Afrique du Sud, vous avez la Russie, vous avez encore notre pays, le Brésil. À part, je pense, la Russie, il était parmi les 14. Mais les 3 autres ne connaissent pas cet acte de Berlin. Est-ce qu'il est encore valable? Oui. Lisez le préambule de l'acte général, le protocole. Donc le préambule de l'acte général de Berlin. Même l'Inde était représentée. Et il est prévu par l'article 37 de cet acte-là que ça c'était opposable aux anciennes puissances, entre autres la nation congolaise. C'est ce que les gens ignorent. Nous sommes déjà, notre place se trouve déjà dans la communauté des puissances. Nous sommes parmi les 14. Parce que la Turquie, qui avait participé à tous les travaux, va intervenir pour signer, apposer sa signature le 25 juin 1885, alors que le Congo était déjà admis, la nation congolaise, dans la constitution de la puissance que nous appelons le Congo. Mais dans l'article 37, il est prévu l'opposabilité à l'acte général de Berlin, non simplement aux 14 puissances, mais aussi à toutes les puissances futures. Et c'est pourquoi, vous voyez, la Chine s'est présentée et elle vient au Congo, mais on exige le consensus. Il est interdit, à la lumière de l'article 5 de cet acte-là, qu'un État ou qu'une puissance intervienne de manière monopolistique, intervenir seul. Il faut toujours tout discuter autour d'un consensus. J'ai parlé à Londres des contrats chinois, mais finalement, je me suis rendu compte, ces gens-là ont combattu, parce que toutes les puissances étaient représentées à cette conférence-là. Et je me suis rendu compte, j'étais d'ailleurs accompagné du professeur Nguyandi là, sur les mines, par rapport au contrat chinois que l'on a connu. Ça faisait avancer les pays. Et eux ont refusé. Ils disent non. Comment est-ce que vous allez donner à la Chine 50% et vous allez respecter, vous allez simplement jouir de 50%? Ce sont des contrats léonais. Vous devez jouir de 2 tiers et la Chine doit jouir de 1 tiers. Même alors, il faut respecter la clause que l'on avait signée avant même Berlin de la nation la plus favorisée. Donc on peut dire que si nous souffrons aujourd'hui, que tous les Congolais soient conscients, c'est à cause de l'acte de Berlin, qu'on n'a pas compris. On ne l'a jamais compris et on a décidé simplement de la renvoyer in globo au passé pour faire la table rase. Or, le Congo n'est pas égal à tous les autres États africains. Mobutu a tenté de comprendre. Il a dit, nous ne sommes ni à gauche, ni à droite, ni au centre. Gauche, c'est quoi et c'est qui? C'est l'Orient, avec la Russie à la tête. La droite, c'est quoi? Ce sont les capitalistes, avec à la tête les États-Unis. Et le centre, c'est qui? Ce sont les panafricains. Mobutu a navigué avec les uns et les autres et il a traversé la zone de turbulence qui allait participer à la liquidation du Congo. Mobutu avait compris. Mais malheureusement, nous les Congolais, nous ne faisons aucun effort pour rouler en allant vers l'avant, mais nous regardons dans les rétroviseurs. Le Congo est né au centre des 2 systèmes juridiques internationaux. Le droit des gens, qui concerne tous les autres États africains qui étaient colonisés, en vertu du principe du droit du premier occupant. Tandis que le Congo est né dans un cadre conventionnel, une convention qui fait que nous sommes sur le point d'égalité avec toutes les autres puissances. Et le deuxième système juridique international, c'est celui de l'ONU, qui ne nous concerne pas. Ce système est venu après que le Congo ait existé près d'1 siècle. Donc vous comprenez. Prof, explique-moi un peu, parce que
Le Congo est agressé par les Rwandais et l'Ouganda, ce n'est pas international occidental. Pour terminer la guerre, on a créé la CIRGEL. La CIRGEL, la Conférence internationale pour les États de la région des Grands Lacs. Pour résoudre la crise congolaise, ça signifie quoi? Oui, non, cette CIRGEL, si vous lisez l'acte général de Berlin, encore plus, il faut toujours voir dans le passé. Vous allez trouver dans ces articles, j'ose croire, l'article 7 et les articles 18 et suivants. On parlait déjà de la conférence internationale du Congo. En cas de crise, pour cet État qui est savant, un État qui n'est pas à soumettre aux principes classiques, en cas de crise, les États voisins, par rapport à leur gouvernement, sont appelés à se mettre ensemble pour gérer cette crise-là au Congo. La crise de légitimité notamment. Fort heureusement, à l'époque, Léopold II avait été accepté, même par les chefs coutumiers, qui le recommandent à la conférence pour qu'il soit le président du Congo. Et la conférence a fait des déclarations, chaque pays en a fait une, pour démontrer que Léopold II, on le prenait et on lui donnait la charge de gouverner le Congo en lieu et place des Congolais. Fort malheureusement, le garçon très malin, en 1860, il cherchait une colonie pour la Belgique. Il trouve que c'est l'opportunité pour accomplir son forfait. Et il va signer, 5 ans après son règne, il va signer un testament, le 2 août 1889, pour léguer l'État indépendant du Congo. Comprenez-y, un État qui était déjà indépendant. Il ne pouvait que être indépendant. Pourquoi est-ce qu'il était indépendant? Il ne pouvait pas dépendre d'un quelconque système juridique d'un pays. C'est surtout le cadre consensuel. Ok, prof, à la fin, maintenant, on revient aux déclarations du président Tshisekedi. Déclaration qu'il a faite à Kolwezi, capitale du cobalt, capitale mondiale du cobalt. Il a dit clairement, il faut qu'on fasse les unes. Ce n'est pas normal que les étrangers s'enrichissent et notre peuple soit pauvre. Professeur, on a demandé qu'on renégocie les contrats. Quel est votre avis? Mon avis est très positif, mais il faut connaître la pédagogie pour le faire de manière à atteindre le résultat attendu par tous. Ce n'est pas une première affaire. Quand on crée le comité spécial du Katanga, c'était pour résoudre cette question-là. De telle sorte qu'en application des principes généraux de la bonne gouvernance de l'État du Congo, ce que les savants mettent en place, on prévoyait le principe de séparation de pouvoir. Entre les chefs coutumiers, pouvoir. Le pouvoir politique, exécutif et législatif, ainsi que judiciaire, pouvoir. Et le pouvoir apolitique, le pouvoir qui est indépendant de l'influence politique. Le jour que le président acceptera de mettre une commission dans ce sens-là, on va créer préalablement le comité spécial du Katanga. On va créer aussi le comité national du Kivu. On va créer aussi dans la région de l'Ouest que l'on va consacrer par Mobutu, la Inga. On va créer aussi un comité indépendant. Donc, de telle sorte que les activités économiques, sociales et scientifiques soient totalement indépendantes de l'influence à caractère politique. On va dire qui va diriger, ce sont des Congolais, parce qu'autrefois, chaque comité et du Katanga et du Kivu était composé de 6 personnes. Donc vous voulez dire qu'il faut qu'on reprenne absolument, absolument l'ancienne nomenclature coloniale ou bien l'État indépendant du Congo? Non, ce n'est pas colonial. L'État indépendant du Congo. De l'État indépendant, si nous voulons être cette indépendance destinée à devenir la véritable puissance, séparons ça. Et je ne sais pas si le président va accepter d'émietter son pouvoir. Parce que le problème se pose ici qu'on a signé des contrats léonins. Ces contrats ont été signés dans des conditions de guerre. Mouzé a été contraint de signer ces contrats. On a tenté de revisiter, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui au Katanga, c'est un cas qui est là, il n'y a que des trous. Le cobalt n'est pas éternel. Et ça va terminer. Un jour, qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? Faudrait-il encore respecter
ce que l'État indépendant du Congo avait fait, ou bien il faut faire une révolution? Oui, enfin, une révolution pour une évolution, ça ne vaut pas du tout. Ce qu'il faille faire, c'est de réfléchir avec la tête. Quand je dis révolution, ce n'est pas une révolte. Oui, non. Il faut d'abord penser les changements. Oui, mais penser la modernité. Oui, parce que oui. En créant le comité spécial du Katanga, le comité national du Kivu, les deux grandes fédérations, enfin les trois grandes fédérations, et du Katanga, et du Kivu, et des Grands Lacs, et du Kivu, finalement ont connu une grande émergence. C'est une expérience positive. Posons-nous la question. Non, positive, mais pas pour les Congolais. Les Congolais étaient pauvres. C'était positive pour l'immigration occidentale. Non, mon frère. Oui. Je vous dis bien, oui. Nous faisons beaucoup de procès contre l'Occident parce que nous ne connaissons pas la réalité. Lisez ce que l'Occident, enfin, parce que vous l'appelez Occident, les puissances ont fait dans le Katanga. Le Katanga, si ça peut être qualifié comme zone où il fait beau vivre aujourd'hui, l'eau était dans mon village, la route était dans mon village, le dispensaire, l'église, l'école étaient dedans. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est à cause de qui? C'est à cause de nous les Congolais, à cause de l'ignorance. Et les puissances se sont retirées. Donc ce que nous devons faire, il faut que l'on réfléchisse sur la question en mettant les pieds dans l'eau. Pour qu'on ne fasse pas tous les jours les mêmes jérémiades de nature à accuser l'Occident, et surtout inutilement. Prenons de l'intelligence qui avait été à la base de la conception, de la constitution matérielle du Congo, de la constitution formelle, même de la constitution fonctionnelle du Congo jusqu'en 60. Un franc congolais coûtait 2-3 dollars. Aujourd'hui, depuis que nous-mêmes nous dirigeons le Congo, un dollar, c'est combien? C'est 2000 francs. Vous vous imaginez en quoi nous allons dire que c'est bon de continuer dans ces hérésies et nous ne voulons pas exhumer les bonnes valeurs? Mais c'est ça maintenant qu'il y a un débat sur le plan intellectuel. Il y a ce qu'on appelle le paradigme occidental, où il faut que les Africains suivent, les Congolais en particulier aussi, suivent les schémas tracés par l'Occident, avec le capitalisme. Mais il y a maintenant un paradigme de la Renaissance africaine, en disant qu'on voit un peu les passés qu'on tire des leçons, et que l'Afrique, et le Congo aussi en particulier, renaissent, parce que Dieu ne nous a pas créés pour être dominés par d'autres races, par d'autres civilisations. Merci. Non, ça, c'est de la philosophie? Non, c'est pas la philosophie, c'est une évidence pratique. Oui. Et quand nous parlons, vous parlez avec le professeur Banza, j'insiste sur l'Occident divisé en deux. Il y a l'Occident État, et c'est politique. Chaque État ne cherche que ses intérêts. Exactement. Il y a l'Occident, les privés, que nous appelons les puissances privées du monde. Et toutes ces puissances, on dirait... Le fait d'abord de mettre le Congo au monde, c'est une révolution des privés contre leurs États. Pourquoi? Parce que leurs États utilisaient la politique de la traite des esclaves. Et les autres se sont dit, non, l'homme est créé à l'image de Dieu. On ne peut pas accepter que cette image de Dieu soit chosifiée par un État. Ce sont des Occidentaux. Donc faites la part des choses entre ce que l'Occident fait, il y a du positif dans ce que font les privés, c'est-à-dire les puissances privées, les puissances industrielles et financières. Aujourd'hui, le domaine de science, c'est ça. Et ce que font les États, ne demandez pas à un État, comme aujourd'hui, on veut que Kagame tienne un discours de nature à caresser le Congo. C'est nous, les Congolais, qui devons montrer notre grandeur en disant que nous sommes cette puissance qui doit donner du lait au Rwanda, du lait à la Tanzanie, à tous les États voisins pour que ceux-ci nous respectent. Et c'est consigné comme tel. Ok, merci beaucoup, professeur. Je pense qu'on nous a bien suivis. C'était un bon débat. Nous allons encore faire appel aux autres penseurs, intellectuels congolais, ceux qui ont publié, pour que notre peuple sache réellement ce qui nous arrive et comment nous en sortir. En tout cas, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec le professeur Mbaza Malale, qui a publié un grand ouvrage, c'était sa thèse de doctorat, préfacée par le professeur ordinaire Célestin Gouyandila, intitulé « Les aspects juridiques dans les enjeux des crises congolaises, des origines à nos jours, 1860-2006 ». Je pense qu'il faudrait aussi de votre part que vous continuiez la lecture de ces documents pour que les débats deviennent un peu publics
que notre peuple soit informé pour qu'on retrouve notre souveraineté et notre puissance. Bonsoir. Vous voulez parler? Non, juste un petit rien. Oui. La lecture, c'est une bonne chose. Oui. Je demande au gouvernement d'insister auprès de la Belgique que l'on puisse disponibiliser de tous les documents qui sont verrouillés. Le Congolais est aussi intelligent, il est chercheur. Mais malheureusement, il ne peut pas accéder à des documents de base que la Belgique cache jusqu'aujourd'hui. Ok. Je pense que nos dirigeants ont compris le message. Une fois de plus, merci et bonsoir.